Bienvenue à tous. Aujourd'hui, donc, on a un webinaire de Frédéric sur les drapeaux rouges. Donc, je vous rappelle que ce webinaire, il fait partie de nos actions pour partager les connaissances et vous aider entre midi et deux à approfondir vos compétences sur des prises en charge qui peuvent aller de choses très spécifiques à des choses beaucoup plus larges, comme on voit aujourd'hui sur les drapeaux rouges. Donc à l'Institut Mackenzie France, on propose des formations, tout un cursus de formation qui forme à la méthode Mackenzie, à commencer par la partie A sur plus spécifique sur le canal, sur la colonne lombaire, jusqu'à la certification à toute la méthode Mackenzie s'effectue à partir de la partie D. Frédéric, si toi tu es prêt, ben, je pense que tout le monde est à ton écoute pour ta présentation et je pense que tu peux faire un petit coucou à ton ami Christian aussi qui s'est connecté. Alors attends, je vois plus mon... Alors nous, je on a vois ton plus mon PowerPoint, PowerPoint. nous on l'a. Vous Est-ce l'avez? que, Je ne oui, sais pas pourquoi je le vois plus. tu peux, je pense, te brancher sur ton PowerPoint, sur ton application PowerPoint. T'as pas besoin d'avoir l'application Teams devant les yeux. Ok, là ça y est, je l'ai. Donc, et donc vous Bah, l'avez dit, tu si me tu as une préviens. seconde, essaye de Oui, passer une diapo, qu'on soit sûr que ça marche, parce que allez, donc celle-là. Après j'ai le celle-là, ça spoil va? là. Ouais, c'est bon, super. Allez, C'est bon? coucou Allez, Agnès. génial. Merci beaucoup, à toi. Allez, donc bonjour à toutes et à tous. Donc ce webinaire pour parler de la première intention et donc des drapeaux rouges. Un petit coucou à Christian Abiven depuis Orléans qui me regarde. C'est une présentation que j'avais déjà fait dans le cadre de la FMCK en juin dernier et que je refais avec plaisir ici sur le web. Tous les partenaires qui nous ont aidés et qui participent aussi à cette histoire de drapeau rouge et de première intention. Donc, les bonnes nouvelles, on va commencer par ça. Depuis 2019, ça date un petit peu maintenant, on était en Covid, etc. On avait, dans le cadre du pacte de refondation des urgences, eu cette info comme quoi on avait un accès direct en kinésithérapie pour deux cas particuliers, les gens qui ont mal au dos, si on résume, et les problèmes d'entorse de cheville aiguë. Bon, c'était une annonce, mais ça a été confirmé par la suite par le projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2022. Et donc, on s'était dit à l'époque, bon ben voilà, c'est acté. Nous voilà proches du Saint Graal, hein, pour certains, c'est-à-dire le fait de pouvoir voir des patients en première intention et en toute sécurité. Donc, on était tous super contents. Et on s'était dit, ben voilà, ça y est, notre profession gagne en maturité, ça y est, on va pouvoir voir des patients. Bon, bah alors certes que pour les lombalgies et pour l'entorse de cheville, mais c'est un début. Et puis certains se sont dit, ouais, d'accord, première intention, ok. Pour ces deux pathologies, ok, mais est-ce qu'on est vraiment prêt? Est-ce qu'on sait vraiment de quoi il s'agit? Est-ce qu'on va pouvoir gérer ça? Parce que, en fait, jusqu'à présent, on était sous le parapluie du médecin. C'est-à-dire que c'était lui qui évaluait s'il y avait besoin d'examens complémentaires concernant quelque chose qui pourrait ressembler à des fractures, à des pathologies neurologiques évolutives, à une infection, à des maladies, etc., etc. Et donc, on a toujours travaillé un petit peu comme ça, tranquille, c'est-à-dire le médecin doit faire le diagnostic et puis nous, on vient derrière et on peut travailler tranquillement parce qu'en fait, c'est le médecin qui a dit bah, tu peux y aller. Alors maintenant, regardons plus en détail cette histoire de première intention. Critères d'inclusion. Alors attention, j'ai pris ce qui est sur notre site de notre Conseil de l'Ordre. Donc c'était en juin dernier, mais ça n'a pas changé, j'ai vérifié ce matin. Donc nous sommes désormais aptes à pouvoir voir des gens qui, si on résume, ils ont mal au dos depuis moins de 4 semaines, chez des adultes entre 20 ans et 55 ans. Et alors après, une phrase un peu sibylline, dont un des délégants est un médecin traitant et qui n'a pas refusé l'accès à son dossier médical au délégué. Bon, en gros, il y a quand même une histoire d'être coaché par un médecin. Mais si vous regardez déjà moins de 4 semaines chez un adulte et lombalgie simple, c'est assez bizarre, mais ça ressemble déjà beaucoup à des critères d'exclusion. Et si on regarde un petit peu plus près, ça aussi, c'est une. Alors, je suis désolé pour la qualité, hein, mais c'est une saisie d'écran
sur notre site. C'est d'ailleurs écrit en tout petit. Alors, si vous regardez en détail, ça ne sont que des drapeaux rouges. Là, on parle de lombalgie. Alors, si on regarde un peu en détail, mais si on regarde en détail, ce sont des drapeaux rouges. Mais en gros, si on résume, on ne peut pas voir en première intention, par exemple, quelqu'un qui aurait tout simplement mal dans le dos et un peu dans la fesse ou un peu dans la jambe, ou les deux jambes. Quelqu'un qui aurait une ponction lombaire de moins de 15 jours. Quelqu'un qui, etc. En fait, si vous regardez, c'est une liste relativement complète de tous les drapeaux rouges. Alors, on se dit, bon, super, hein, le drapeau rouge, on connaît, il n'y a pas de souci. On pourrait gérer ça. Sauf que, toujours pareil, hein, c'est une saisie d'écran sur notre site du Conseil de l'Ordre. Je l'ai un petit peu surligné. Mais visiblement, il faudrait en plus qu'on se forme 10 heures réparties sur 3 jours, avec un programme déjà écrit par des médecins engagés dans des protocoles, virgule, et une évaluation régulière des connaissances. Bon, si on résume, certes, on a la première intention, mais toujours sous l'œil d'un médecin. Et en plus, il faudrait qu'on se forme, ce qui sous-entend quand même que notre formation de base en IFMK n'est pas suffisante, hein, puisqu'il faut une formation de 10 heures et une réévaluation régulière de nos connaissances. Donc, en fait, si on résume, ça va pas être simple. Maintenant, sur la première intention, on a un peu l'habitude quand même de voir des patients pour lesquels il y a quand même un petit doute, qui n'a jamais eu dans son cabinet quelqu'un qui vient avec une prescription du médecin pour de la kinésithérapie, mais le médecin, c'était il y a 3 mois qu'il l'a vu. Il y a 3 mois, en 3 mois, il a pu s'en passer des choses. Donc, ça peut ressembler aussi à une forme de première intention qui ne dit pas son nom. Parmi nous, on a aussi des collègues qui travaillent sur les bords de terrains de sport, en foot, en rugby et autres, et pour lesquels on va leur demander, quand un joueur est par terre, d'aller voir qu'est-ce qu'il en pense, de faire quelques tests, etc. Donc ça, c'est une forme de première intention, on va dire, non officielle, qui a toujours un peu existé et pour laquelle c'est pas plus mal d'être un petit peu formé pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on réadresse, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on fait quelque chose, etc., etc. Donc, entre la première intention officielle, hein, celle que les textes nous autorisent à faire, celle que nous pratiquons ou nous pratiquions depuis des années sans vraiment dire son nom, si on résume, c'est pas pour tout de suite et la route est encore longue. La route est encore longue. Comment est-ce qu'on peut faire pour rassurer les médecins, pour rassurer le Conseil de l'Ordre et pour faire évoluer notre profession pour qu'elle gagne en maturité? Toujours pareil, il faudra qu'on commence à pouvoir être un petit peu plus affûté question raisonnement clinique, c'est-à-dire être capable de poser un diagnostic, c'est-à-dire être aussi capable de voir les choses séparément, c'est-à-dire de pouvoir distinguer quelque chose, une douleur qui pourrait être tout à fait traitable par nous et qui serait bénigne, de quelque chose qui nécessiterait un réadressage. Cette façon de procéder, c'est un processus probabiliste, hein, c'est-à-dire qu'on va tabler sur la probabilité qu'il y ait quelque chose de grave ou quelque chose de moins grave par rapport à une classification, une différenciation patho-anatomique. Alors là, vous allez me dire, oh, ça y est, ça commence à partir complètement en live, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, vous voyez très très bien ce que je veux dire, mais dans la pratique, comment est-ce qu'on pourrait faire pour véritablement mettre ça en œuvre? Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. On va commencer par une définition. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un drapeau rouge? Qu'est-ce que c'est qu'un drapeau rouge? Le problème, c'est que drapeau rouge et pathologie sérieuse, ce sont deux termes qui très très souvent ont été mélangés, confondus, mixés, et on n'arrive pas bien à faire le distinguo entre les deux. Le drapeau rouge, en fait, c'est tout simplement les signes et symptômes qui doivent nous rendre plus vigilants, qui doivent nous faire penser à peut-être qu'il y a quelque chose là-bas derrière qui serait peut-être un peu inquiétant. La pathologie sérieuse, elle, par contre, c'est effectivement une pathologie qui nécessite une prise en charge
médicale ou chirurgicale, parce qu'en fait, il y a un gros problème au niveau vital, au niveau du patient ou au niveau fonctionnel. Donc, ce sont bien deux choses différentes. L'un est un signe évocateur, l'autre est quelque chose d'avéré. Nous sommes cliniciens. La première chose que nous devons faire, c'est regarder les signes et les symptômes évocateurs éventuels. Alors, comment on va procéder? Déjà, regardons ce que font nos collègues kinésithérapeutes, physiothérapeutes, dans des pays où effectivement la première intention est actée, par exemple en Australie, une très belle étude. Et si on regarde dans les cabinets australiens de kinésithérapeutes, on retrouve 80%, plus de 80% des patients qui présentent des drapeaux rouges. On se dit, waouh, c'est assez énorme, mais moins de 1% qui, en fait, ont des pathologies sérieuses. Ça reste quelque chose de très, très réaliste. On parle de pathologies sérieuses pour 1 à 3% des patients qui sont dans notre cabinet. Donc, on retombe sur des chiffres qui sont tout à fait classiques. Et donc là, on peut voir véritablement que drapeau rouge et pathologie sérieuse, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Si à chaque fois qu'on voit un drapeau rouge, on se mettait à réadresser ça à un médecin ou à un spécialiste, on ne s'en sortirait pas, puisque 8 patients sur 10 qui sont dans notre cabinet, on devrait les renvoyer. Donc, regardons ce qu'on peut faire. Dans un bilan, il y a une phase de dépistage, une phase diagnostique et ensuite une phase de traitement. Dans le dépistage, il s'agit d'une stratégie d'exclusion. On voudrait exclure quelque chose qui nous empêcherait de faire le traitement. Dans la phase diagnostique, s'il s'agit d'inclure, est-ce que c'est vraiment la pathologie à laquelle on pense? Nous, dans notre rôle de clinicien, c'est le dépistage qui va le plus nous intéresser. Comment on va s'y prendre? Il va y avoir plusieurs niveaux, en fait. Ces niveaux de vigilance vont être les suivants. Dans un premier temps, on n'a pas d'inquiétude particulière suite à notre bilan et notre interrogatoire, donc on peut commencer le traitement en toute sécurité. Dans un deuxième temps, on a quelques drapeaux rouges, c'est-à-dire qu'on a quelques signes et symptômes qui nous font penser que peut-être, etc. Mais ils ne sont pas suffisamment nombreux pour nous inquiéter véritablement. Du coup, on peut commencer le traitement avec précaution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais, lorsqu'on fait faire en McKenzie des mouvements répétés ou sans être McKenziste, suite à des prises en charge, des étirements ou autres, on s'aperçoit que la réponse de notre patient n'est pas tout à fait comme celle qu'on s'attend, peut-être qu'on pourrait se dire, creuser, chercher, et que peut-être il faudrait réadresser ce patient. Et il existe un quatrième cas de figure où là, par contre, ce n'est pas qu'on se demande s'il faut réadresser, c'est qu'il faut le réadresser en urgence parce que nous avons suffisamment de drapeaux rouges ou des drapeaux rouges dits absolus qui nécessitent que ce patient soit revu rapidement. Ça, c'est pour on va dire la ligne générale. Maintenant, on va essayer, sans être exhaustif, de regarder les différents cas de figure auxquels on peut être confronté lorsque l'on fait du musculo-squelettique au cabinet. Premier, le syndrome de la queue de cheval. Celui-là, on l'a vu et revu. Lorsque vous faites des cours McKenzie, on passe beaucoup de temps sur ce syndrome de la queue de cheval. Syndrome de la queue de cheval qui, bien que très connu, possède jusqu'à 17 définitions différentes. On peut se dire, mais pourquoi 17 définitions différentes? C'est pas qu'il est si compliqué que ça, parce que si on regarde et qu'on fait un peu la moyenne, on a quelque chose qui peut se résumer en 4 points. Ce sont des patients donc, qui ont mal au dos, on est d'accord, et qui vont présenter un déficit vésico-sphinctéral avec une réduction de la sensibilité en selle. Alors en selle, moi je faisais de l'équitation, je croyais que la selle c'était la selle d'un cheval. En fait non, c'est la selle d'un vélo de course. Donc c'est vraiment à l'entrejambe. Et ça peut être que d'un côté ou des deux côtés. Éventuellement qui vont parler de dysfonction sexuelle et de syndrome radiculaire bilatéral ou unilatéral. C'est-à-dire qu'il y a une douleur qui descend dans la jambe ou dans les deux jambes. Personnellement, tous ceux que j'ai vus, c'était comme une sciatique, c'était unilatéral. Maintenant, il y a un souci. Si vous regardez bien, déficit vésico-sphinctérien et dysfonction sexuelle, ça peut devenir compliqué parce que
Ce sont effectivement des drapeaux rouges. La queue de cheval incomplète avec rétention urinaire, incontinence, anesthésie et diminution, ça c'est drapeau rouge, absolu, égal. Il faut réadresser, c'est presque limite chirurgicale. On peut appeler le médecin généraliste, mais le mieux c'est carrément le 15 ou le chirurgien. Sauf que ça implique des questions un peu gênantes. Si on parle de la fonction sexuelle, si on parle de la rétention, il faut bien prendre en considération que pour le patient, c'est un peu incompréhensible. Il vient pour un problème de dos avec quelque chose qui est radie dans la jambe et on se met à lui poser des questions un petit peu personnelles, comme vous faites pipi comment, etc., etc. Et pour certains patients, ils peuvent ne pas le comprendre et puis même trouver que c'est un peu intrusif comme façon de faire. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Comment est-ce qu'on peut faire pour ça? En fait, il y a eu des études qui ont été menées sur des patients qui ont en fait effectivement présenté un syndrome de la queue de cheval avéré, et on a essayé a posteriori de revenir sur le problème initial et on demandait à ces patients, alors comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez développé ce syndrome de la queue de cheval? Pourquoi est-ce que c'est arrivé au bout? Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit, et c'est souvent le cas, les patients ne se focalisent pas sur ces signes parce que les signes en fait de la queue de cheval, d'un point de vue du patient, ne sont pas forcément graves puisqu'il ne s'agit pas de douleur, il s'agit de paresthésie à l'entrejambe, ils ne comprennent pas l'importance de ces signes. Par exemple, en cas de rétention urinaire, bon, ils ont du mal, par exemple pour uriner, à déclencher le jet, mais ça fait pas mal, et puis finalement ils arrivent à uriner, donc ils se disent, bon, je verrai ça plus tard. Ils ne comprennent pas forcément les questions que les thérapeutes leur ont posées, en se disant il est peut-être un petit peu intrusif ce thérapeute, pourquoi il me pose ces questions-là? Ou alors les patients ont vraiment parlé de ces problèmes-là, mais n'ont pas été écoutés ou évalués correctement. Là, par contre, il s'agit peut-être d'un problème de formation des thérapeutes. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Revue de littérature, avis d'experts, patients experts. Les patients experts, c'est les patients dont je parlais, qui ont effectivement développé les syndromes de la queue de cheval. Une liste de questions donc en anglais, ça a été fait par LifeHunt, et ça a été traduit en français. Et ça prend cette forme de petite carte avec des termes qui sont faciles à comprendre pour un patient. Et à partir du moment où vous avez un certain nombre de ces problèmes qui arrivent, là, il faut appeler, il faut consulter. C'est une carte que je vous conseille tous d'avoir à disponibilité au cabinet. Elle est disponible en ligne. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait par McKinsey, c'est quelque chose qui est disponible en open source. On peut donner ça aux patients. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner la chose suivante. Le patient vient, il a mal au dos, il a mal dans la jambe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait qu'on ne peut pas le traiter? Non, on peut commencer le traitement, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on pose ces questions et on demande au patient si par hasard il a une anesthésie ou des choses comme ça, là, on va pouvoir commencer à dire, ah ben non, là on ne va pas pouvoir continuer le traitement, il va falloir réadresser parce qu'il y a un certain nombre de signes qui sont évocateurs d'une pathologie grave qui s'appelle en l'occurrence la queue de cheval et pour lesquels il va falloir réadresser. On regarde rapidement, toujours pareil, a posteriori, des gens qui ont développé le syndrome de la queue de cheval, ils viennent pour une douleur lombaire pour 83%, mais ce n'est pas discriminant, nos patients viennent parce qu'ils ont mal au dos, ils viennent parce qu'ils ont mal dans la jambe, ce n'est pas discriminant, on a beaucoup de patients comme ça pour 90% d'entre eux. Par contre, 60% d'entre eux présentent une rétention urinaire, 55% une incontinence urinaire. Est-ce que le fait d'avoir une petite faiblesse dans la jambe est discriminant? Non, on peut retrouver des patients comme ça, un déficit sensitif non plus, une absence de réflexe acriléen non plus. Par contre, un problème de réduction du tonus de l'anneau anal pour 50% d'entre eux. Au passage, ça, c'est quelque chose que fait le médecin général ou le médecin spécialiste. Ça, oui, c'est discriminant. Donc, à partir du moment où on a un problème urinaire et une sensation d'anesthésie en selle, oui, il faut réadresser. Passons maintenant à un déficit neurologique. Déficit neurologique, si on prend un patient classique, il a mal au dos depuis 3 mois. Vous remarquez que 3 mois, c'est plus que les 4 semaines qui sont préconisées pour la première intervention pour nous.
douleur dans le membre inférieur depuis 3 semaines, une impulsion à la toux, des fourmillements. Fourmillements, ça veut dire dans le pied, par exemple, mais ça veut dire que les nerfs sont inclus, une douleur constante et une sensation de perte de force, sensation qu'on peut évaluer. À ce moment-là, déjà, ça ne matche pas avec un syndrome de la queue de cheval. Mais par contre, si lorsqu'on évalue la perte de force, on se retrouve à 3 sur 5 ou moins, qu'on voit qu'il y a un réflexe suralabolie, un lassagne à 40 degrés, on peut se demander, mince, est-ce qu'il faudrait que je réadresse? Est-ce qu'il n'y aurait pas une compression de nerfs suffisamment importante pour que ce soit dangereux? Mais par contre, on s'aperçoit qu'avec des mouvements répétés, ça centralise jusqu'à la fesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça centralise jusqu'à la fesse, on sait que c'est de bons pronostics. Est-ce qu'on l'envoie chez le chirurgien ou alors est-ce qu'on laisse un peu de temps au temps? Traitement médicamenteux, traitement conservateur, kinésithérapie, Mackenzie ou autre, voire infiltration, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si ça centralise, on sait que beaucoup d'études nous le montrent, que le pronostic est plutôt bon. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, sauf que si on voit quelque chose comme ça, quelque chose d'évolutif et surtout un déficit neurologique aigu, c'est récent, de moins de 3 jours, et tout d'un coup, le patient dit écoutez, depuis hier, je n'arrive pas à relever le bout de mon pied. Ça, c'est quelque chose qui doit absolument nous interpeller. Et on sait qu'on a 3 jours. On a 3 jours. Si jamais ça reste comme ça, là, par contre, c'est une urgence. Si on a 3 jours, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir commencer le traitement si on a ça. On commencera le traitement s'il y a une douleur dans le membrane, grand classique. Un petit drapeau rouge de plus avec une perte motrice, par exemple, mais une perte motrice entre 4 et 5, pas de problème, on peut commencer le traitement et on fait avec précaution, on regarde bien les réponses symptomatiques. Il y a des signes neuro, on a l'habitude d'en avoir, mais lesquels? Par contre, si on a moins de 3 sur 5 au testing et de moins de 72 heures, là, par contre, il s'agit de réadresser le patient en urgence parce que quelque chose est à l'œuvre et n'est pas de bon pronostic. Si par contre les signes neurologiques sont évolutifs mais ne sont pas inférieurs à 3 sur 5, à ce moment-là, on réadresse le patient. Il n'y a pas de caractère d'urgence, mais il est nécessaire de clarifier le dossier de ce patient. Si maintenant on regarde les myélopathies, cervicarthrosiques, puisque c'est ceux auxquels on est le plus souvent confronté, qu'est-ce qui se passe avec l'âge et les déformations, l'arthrose, etc. Comme vous voyez, il y a plein de raisons pour lesquelles le diamètre du canal peut se rétrécir, en antérieur avec une déformation des corps vertébraux, en postérieur avec un épaississement du ligament jaune et diverses raisons arthrosiques sur les côtés. À l'imagerie, les critères, c'est une disparition du LCR, ça c'est en T2 à l'IRM, une déformation de la moelle et même un hypersignal en T2. Attention, pour arriver à ça, on est 16 sur 1 million, c'est quand même pas quelque chose de super courant. Et puis l'idée, c'est qu'on se dirait, oui, ça va être courant pour les gens plutôt âgés par rapport à des gens plutôt jeunes. Non. Il y a des gens plutôt jeunes pour lesquels des critères d'inclusion, suite à ces signes qui sont documentés sur la droite, si on a plus de 3 sur 5 de ces signes, même si le patient est entre guillemets jeune, moins de 55 ans, là, il va falloir réadresser aussi, parce que là, on a véritablement quelque chose qui nous fait penser qu'il y aurait une compression de la moelle. Donc, sans ces signes-là, rien de particulier, on peut commencer le traitement. Un de ces clusters sur les 5, on commence le traitement. 2, on va commencer à regarder qu'est-ce qui se passe quand on traite le patient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait jour et qui nous inquiéterait? Et par contre, à partir de 3 sur 5, voire plus, là, on réadresse le patient. On fait le dernier cas de figure ensemble. Là, les fractures, on est toujours dans le musculo-squelettique, donc à nouveau, ce n'est pas exhaustif, mais on va faire les cas les plus classiques. Pour le rachis cervical, pour le rachis haut, vous connaissez tous les règles de prédiction clinique canadienne, avec les facteurs de risque majeurs, les facteurs de risque mineurs, le fait de faire une radiographie ou pas. Notez au passage que l'incapacité de tourner la tête à plus de 45 degrés des deux côtés
est un signe clinique qui incite à faire des radiographies. Vous aurez le PowerPoint après, je vous laisserai le découvrir ensemble, je vais aller plus vite. Donc, dans ces cas-là, l'imagerie ad hoc, c'est véritablement le cliché bouche ouverte, ça vous connaissez. Si maintenant on descend un petit peu et qu'on parle de la colonne lombaire, voyons un cas particulier, une douleur apparue suite à un port de charge. Bon, jusque-là, on n'a pas d'accident, on n'a pas d'effet vulnérant. Le patient ou la patiente se sent bloqué, un petit peu comme un lumbago, ça on peut l'avoir aussi. Pas d'irradiation dans les membres infs, donc on se dit, bah, chouette, c'est pas un souci. Pas d'irradiation dans les membres infs égale pas forcément de choses très très graves par rapport à ce qu'on avait vu. Par contre, le patient décrit qu'au changement de position, aux postures maintenues, il y a des douleurs vives qui peuvent apparaître et avec une attitude syphotique chez quelqu'un qui serait plutôt une femme, plus de 50, 60 ans, fumeuse et très sédentaire. À ce moment-là, on a aussi des études qui vont nous montrer que cette combinaison-là de choses nécessite un réadressage à un médecin de façon à ce que lui puisse faire éventuellement un diagnostic, c'est-à-dire tout simplement une radio, pour vérifier si on n'aurait pas ça, c'est-à-dire une fracture tassement, quelque chose qui serait embêtant. Du coup, si on reprend, rien de ces signes-là, on peut commencer le traitement sans souci. Si par contre on commence à avoir des signes, un ou deux, qui apparaissent par rapport à cet interrogatoire, on va commencer le traitement, mais on sera attentif à tout ce qui pourrait se passer par la suite. Et si par contre on en a plus de 3, 4 ou 5, à ce moment-là, on réadresse le patient avec comme idée, peut-être, il existerait quelque chose qui s'apparenterait à une fracture osseuse. Donc, la probabilité pré-test et post-test dans ces cas-là est vraiment très élevée et nécessite effectivement d'être réadressée. Juste au passage, je vous donne le monogramme de Baines qui évalue en fait la probabilité, la variation de probabilité pré-test et post-test. Si on fait très simple, là, le cas qui est proposé, c'est deux personnes qui se présentent aux urgences. La personne à droite est la personne B. La personne A a 8 ans et a l'impression d'avoir une perte de force sur son côté gauche. La personne B a 65 ans et a aussi l'impression d'avoir une perte de force du côté gauche. La question que peut se poser l'urgentiste, c'est est-ce qu'il pourrait s'agir d'un problème artériel, c'est-à-dire un AVC, tout simplement. Et la probabilité, parce que le cas A n'a que 8 ans, va être de 5 en pré-test. Le test lui-même est toujours le même. Il va s'agir de faire une échographie avec produit de contraste pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui est bouché quelque part. Donc, l'imagerie est toujours la même, mais simplement, la probabilité pour qu'un enfant de 8 ans, cas numéro A, ait effectivement un AVC, elle est faible par rapport à quelqu'un de plus âgé, où là, pour le même examen, la même imagerie, là, par contre, la probabilité que cette personne puisse faire le problème est beaucoup plus importante. Si on résume, le dépistage, c'est notre job. Nous sommes cliniciens. On doit être capable de pouvoir voir ces drapeaux rouges, les associer et, en cas de doute, demander à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à un médecin, d'inclure est-ce que, oui ou non, cette pathologie que je soupçonne est présente ou pas avant de pouvoir commencer le traitement. Je vous remercie pour votre attention. Je suis ouvert à toutes vos questions et si joint la bibliographie qui a servi à faire ce PowerPoint. Et j'espère ne pas vous avoir retenu et désolé pour le petit temps de départ, là, le petit temps un petit peu long pour pouvoir se connecter, en espérant que ça vous aura tous servi et tous motivés pour vous former afin d'être le plus au point si un jour on a une vraie première intention. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. Merci à tous pour votre connexion. On voit déjà qu'il y en a quelques-uns qui courent voir leur prochain patient. Avec Frédéric, on reste connecté quelques petites minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les remplir dans les questions-réponses. On essaiera soit de vous répondre ici, soit de vous répondre après par version texte. Merci pour vos encouragements
et toutes vos petits pouces et mains levées. Euh, je ne sais pas si vos mains levées sont des questions où vous voulez prendre la parole. N'hésitez pas à les mettre par écrit, parce qu'il y a trop de monde pour que je puisse savoir. Là, il y a une dizaine de mains levées. Oui, Euh, tout, tout à fait. On laisse la oui, nous, réunion ouverte on un reste petit en peu, ligne, donc et n'hésitez pas. justement, Ouais. Est-ce voilà, que hein, pour que vous ayez le temps de poser des questions. Et le prochain webinaire, le 6 mars à 13 heures, avec David, cette fois, qui nous parlera, voyons, webinaire mensuel, où est-ce que je me vois, de le l'arthrose 6 du mars, oui, genou, sur avec 4 l'arthrose semaines de de genou, suivi. Le 6, ouais. c'est ça, avec Voilà. un format Et comme d'habitude, assez- on vous envoie le replay, pardon, on envoie le replay avec les questions et le PowerPoint, la ouais, présentation. pas de À bientôt souci. à Oui, tous. Merci. format particulier pour l'intervention du 6 mars avec David Van de Putte. Il a prévu de vous mettre un cas clinique vidéo à suivre, 4 semaines de suivi sur l'arthrose de genou. Je pense que ça va être très intéressant comme format à suivre et j'espère vraiment que les mains levées n'étaient pas forcément des questions, sinon je les ai ratées. Si je peux peut-être essayer de donner, je suis pas sûr que je puisse donner la parole. Je pense que c'est Euh, plutôt peut-être tout à l'heure quand on a demandé aux gens si ils Oui, je entendaient pense bien, tu aussi, sais, ouais, c'est lié à c'est ça. ça. Je suis Je crois que vraiment c'est ça, désolé Julien. si on a mal interprété vos mains levées pour les questions, parce que je vois pas de questions écrites. Oui. N'hésitez pas à nous faire suivre par mail vos questions à info@mackenzie.fr si vous avez besoin et on les transférera à Frédéric. On vous rappelle qu'on a des formations qui sont en ligne sur notre tout nouveau site institut.mackenzie.fr, mais mackenzie.fr tout court fonctionne toujours. Merci à tous d'être connectés. Merci Fred de ta réactivité technologique. Et puis on se retrouve le 6 mars. Bonne journée à Au tous revoir. et bon patient. Au revoir à tous.